Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal version française de Viva en cette soirée du jeudi 20 mars 2025. Dans les détails des actualités de ce jour, le fait d'être pays membre de l'OIF présente de nombreux avantages à Madagascar lors de la célébration de la Journée mondiale de la francophonie qui s'est tenue aujourd'hui au lycée moderne d'Apefilou. Le ministre français de la coopération internationale et de la francophonie a rappelé les nombreux projets et opportunités dont Madagascar a bénéficié. Reportage signé Sylvain et Sech Angianab. La maîtrise de la langue française est un grand avantage pour les étudiants, que ce soit dans la transmission de l'enseignement que pour les recherches. La maîtrise et l'utilisation de cette langue ouvrent de nombreuses opportunités pour les étudiants, notamment sur la scène internationale. Ainsi, faire partie de l'OIF offre de nombreux avantages pour Madagascar. L'éducation est le thème de la Journée mondiale de la francophonie, célébrée aujourd'hui au lycée moderne d'Apefilou ou LMA. Il a été rappelé lors de cette célébration les étapes que Madagascar a franchies et tous les efforts qui sont encore à déployer en ce sens. Outre dans le domaine de l'éducation, Madagascar bénéficie également de nombreux autres avantages en tant que membre de l'OIF, notamment à travers de nombreux projets. Ainsi, l'usage de la langue française permet également de promouvoir la coopération et les relations économiques et diplomatiques. Au total, 90 pays sont membres de l'Organisation internationale de la francophonie actuellement. L'OIF a été fondée le 20 mars 1970, une date que tous les pays membres célèbrent aujourd'hui. Le ministre français de la coopération internationale et de la francophonie était présent à la célébration ce jour au lycée moderne d'Apefilou. Ensuite, la France a offert un financement de 5 millions d'euros à Madagascar lors de la cérémonie de signature entre les gouvernements français et malgaches, présidée par le ministre français de la coopération internationale et de la francophonie aujourd'hui, Antan Naren. Ce budget sera alloué particulièrement à la santé publique et à la lutte contre la malnutrition à travers 3 projets. Selon les informations, cette coopération confirme que la communauté internationale soutient Madagascar et la transparence dans la gestion des projets existants. Les détails toujours avec Sylvain et Sech Angianab. Madagascar a reçu un financement non remboursable d'un montant de 5 millions d'euros émanant du gouvernement français. Un financement qui reflète la bonne santé des relations diplomatiques et économiques entre les deux pays. Selon les explications, ce financement sera destiné à la mise en œuvre de 3 grands projets. L'un d'eux est la lutte contre la malnutrition à travers la création d'une banque alimentaire. Le secrétariat d'État en charge de la souveraineté alimentaire sera chargé de la mise en œuvre de ce projet pour lequel 2 millions d'euros seront consacrés. Outre l'aspect alimentaire, 1,5 million de ce financement seront utilisés pour la santé publique à travers Salam. Le financement de la France permettra d'améliorer la distribution des médicaments à travers Madagascar et d'améliorer les services de santé, a déclaré le ministre de la Santé publique. En plus de ces 2 projets, ce financement sera également utilisé dans la lutte contre les criquets qui représentent une grande menace pour la production chaque année, notamment dans le sud du pays. Ce financement renforce la coopération sérieuse et la fraternité entre la France et Madagascar. Le ministre français de la coopération internationale et de la francophonie est à la tête de plusieurs délégations à Madagascar actuellement. La raison de son déplacement dans le pays est aussi la préparation de la visite du président de la République française, Emmanuel Macron, à Madagascar dans un mois. Dans un tout autre sujet, la célébration de la fête de l'indépendance sera particulière cette année, a déclaré le ministre des Forces armées aujourd'hui à Païbé lors de l'ouverture de la réunion du Comité technique national d'organisation ou CTNO. Le patriotisme sera mis en avant à travers toutes les activités qui seront organisées et il a encouragé tout ce qui compose ce CTNO à tout mettre en œuvre afin de célébrer dignement le 65e anniversaire du retour de l'indépendance de Madagascar et de la création de l'armée malgache. Mervoulet Sferen et Bras Denilson nous en disent plus.
Cette réunion au siège du ministère des Forces armées en Païbé est la première réunion du CTNO, ou Comité technique national d'organisation, composé de plus de 60 membres chargés de l'organisation de la fête de l'indépendance pour l'année 2025. La célébration de ce 65e anniversaire sera particulière, a déclaré le ministre des Forces armées. À cet effet, il a appelé les membres du CTNO à tout mettre en œuvre, à regarder tous les petits détails pour que toutes les activités qui seront réalisées se déroulent comme ils se doivent. Le président du CTNO du 26 juin a été officiellement présenté aujourd'hui, le général de brigade Eric Rakout-Njabar, qui est le directeur de l'Office militaire des sports et de la culture au sein du ministère des Forces armées. Il coordonnera et dirigera les activités du CTNO à partir d'aujourd'hui jusqu'au 26 juin, date qui marque le retour de l'indépendance et la création de l'armée malgache. À noter que les membres du CTNO seront répartis dans plusieurs commissions et des réunions se tiendront chaque jour. Il peut également y avoir des réunions extraordinaires de chaque commission selon les nécessités. Et l'achat d'or par la Banque centrale reprendra afin de constituer les réserves nationales d'or. Le Conseil des ministres a approuvé hier de nouvelles stratégies pour promouvoir le secteur aurifère et l'exportation d'or. Par ailleurs, 149 permis d'exploitation minière seront prochainement délivrés après l'assainissement du cadastre minier. Rouzou Rissel, Khaout Malal. Tous les permis d'exploitation illégaux ont été annulés. Cette décision découle du non-paiement des frais d'administration minière, du non-renouvellement des documents requis selon l'article 92, ainsi que de l'abandon des permis par leurs détenteurs, comme stipulé dans l'article 117. Le Conseil des ministres a validé hier le renouvellement des permis, dont 47 permis de recherche PR et 102 permis réservés aux petits exploitants PREA, lesquels seront bientôt délivrés. Ces réformes ont été mises en place pour s'adapter aux normes internationales et garantir un équilibre économique, social et environnemental dans l'exploitation des ressources minières. Désormais, les opérateurs devront prouver leur capacité technique et financière, tandis que les activités minières feront l'objet de contrôles renforcés. Le Conseil des ministres a également validé de nouvelles stratégies pour l'exportation légale de l'or et la reconstitution des réserves nationales. Cela comprend un appel à manifestation d'intérêt pour l'exportation de 4 tonnes d'or et la constitution d'une réserve équivalente au sein de la Banque centrale de Madagascar. Les opérateurs sélectionnés devront mettre en place un comptoir de l'or dès le site d'extraction et s'engager à acheter mensuellement une quantité d'or définie à l'avance. Un agrément de comptoir sera attribué aux opérateurs répondant à ces critères par le ministère des Mines. En cas de non-respect des engagements, cet agrément sera retiré. Par ailleurs, la Banque centrale établira un dispositif de collecte d'or dans les 4 principaux districts producteurs, dont Mananzar, Maevatanan, Mianjvaz et Ambiloubé. L'or collecté par les opérateurs agréés sera enregistré et acheminé via ce comptoir. La BFM se charge du transport jusqu'à Antananarivo. Enfin, les forces de l'ordre assurant l'application des lois à tous les niveaux. L'objectif est de sécuriser le secteur de l'exploitation aurifère et de renforcer le contrôle du commerce de l'or. À noter qu'un kilo d'or coûte actuellement 89 970 €. Toutes ces décisions validées en Conseil permettra d'atteindre l'objectif du taux de croissance de 5%. Amélioration des moyens de subsistance de la population, réduction des émissions de gaz à effet de serre, ce sont entre autres les bénéfices du projet SLEM ou Paysage durable dans l'Est de Madagascar financé par Green Climate Fund en coopération avec la conservation internationale. Le projet démarré en 2018 s'est achevé cette année. Plus de détails avec Fanjessé Namiré sur les images de Yves Janel. Plus de 23 800 ménages ont reçu le soutien du projet de paysage durable dans l'Est de Madagascar, financé par Green Climate Fund. Les moyens de subsistance de la population se sont améliorés, notamment face au changement climatique, grâce à l'utilisation de techniques de production efficaces. Le projet SLEM-GCF d'une durée de 7 ans a été mis en œuvre dans le corridor Nkenye-Nizamen
et le corridor Ambouche-Tchavundjouz. Le projet, qui se terminera cette année, a été un succès avec de nombreux résultats positifs. La mise en relation de la population concernée par le projet avec les opérateurs économiques leur a également permis de trouver de nouveaux marchés. Page faits divers dans la capitale. Pour continuer, de bons résultats ont été obtenus en termes de sécurisation de la ville d'Antananarivo grâce à la mise en œuvre de l'opération BEMID menée par la police nationale depuis le 3 mars. La police appelle également à la coopération des citoyens afin de rétablir la sécurité dans chaque ville. Khatraman Zatouf nous en dit plus. L'opération BEMID, menée par la police nationale, a été mise en œuvre depuis le 3 mars dans le but de restaurer la sécurité au sein des Foukontins de la capitale. Des policiers en tenue civile sont présents dans des ruelles, auprès des arrêts-bus et des quartiers classés zone rouge en matière d'insécurité. Depuis sa mise en œuvre, de bons résultats ont été obtenus, a déclaré le commissaire principal de police, Raza Findaï, au sein du commissariat central de Tsaralalan. En effet, de nombreux criminels ont été arrêtés depuis le 3 mars jusqu'à aujourd'hui. Selon les informations, la police nationale écoute et ouvre ses portes à chacun pour établir une paix durable. Il appelle également à la coopération des citoyens pour leur fournir des informations à temps afin d'arrêter les criminels. L'un des résultats de la coopération avec les citoyens a été l'arrestation des 2 voleurs qui ont attaqué un cache-point à Mbulkanj lundi dernier. Malgré la stratégie mise en place par la police nationale, la police appelle également la population à la vigilance et à la prudence. La police nationale encourage également le renforcement de la coopération avec la population et les comités de sécurité au sein de chaque Foukontan. Et dans un tout autre contexte, l'université d'Analandirouf a reçu des équipements émanant du gouvernement à travers le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Des équipements tels que de nouvelles chaises pour la salle de soutenance et du Wi-Fi gratuit qui est déjà opérationnel. Ces équipements sont une promesse faite par le président de la République Andji Rajoelina afin de fournir un environnement académique conforme aux normes internationales. Reportage. Les nouveaux équipements pour l'université d'Analandirouf, tels que des chaises pour la salle de soutenance, sont arrivés sur le lieu en fin de semaine. Des équipements que leur avait promis le président de la République, Andji Rajoelina, lors de l'inauguration de cette université, afin de fournir un environnement académique conforme aux normes internationales aux universités malgaches, en particulier les universités nouvellement créées. En plus de ces équipements, l'université bénéficie également du Wi-Fi gratuit et à haut débit qui fait partie de la politique de l'État. L'objectif est d'améliorer la technologie pour offrir plus d'opportunités aux étudiants dans leurs recherches. Les parents d'élèves ont appelé tous les responsables, mais surtout les étudiants, à prendre soin des infrastructures et à les entretenir. Le président de l'université d'Analandirouf, Souave Lou Andji Amiadzarine, lors de la réception de ces matériels, a souligné qu'aucune perturbation susceptible de nuire au développement de cet institut n'est acceptable. Il a confirmé que lui et ses collègues sont toujours prêts à développer l'université d'Analandirouf au profit des générations futures et de la population. En effet, l'acquisition de ces équipements constitue une étape importante dans l'amélioration de la qualité de l'enseignement supérieur dans cette région. Place maintenant aux actualités internationales. L'Ukraine a accusé jeudi la Russie d'avoir lancé 171 drones vers son territoire dans la nuit, tandis que Moscou a dit d'avoir abattu 132 drones ukrainiens, des attaques aériennes qui continuent en pleine chassée-croisée diplomatique autour d'une initiative de trêve portée par Donald Trump. Reportage signé France 24. Alors je me trouve sur le site d'une frappe de drone Shahed ici à Kropyvnytsky. Il s'agit d'une ville industrielle au centre de l'Ukraine et ce type de frappe est vraiment inhabituel dans cette cité qui a été épargnée jusqu'ici. La nuit dernière, il y a eu au minimum 25 de ces drones qui ont visé cette ville. La plupart ont été interceptés et ici vous pouvez voir les dégâts que cela a provoqué. En l'occurrence, il s'agit d'un drone Shahed qui a été justement intercepté juste devant cet immeuble qui a explosé, soufflant toute
les fenêtres de ce bâtiment. Et nous avons pu parler à une dame, Tatiana, qui était présente hier soir et qui a pu se mettre à l'abri à la dernière seconde en se mettant dans le couloir. Elle n'a donc pas été blessée. Ici, il n'y a pas eu de blessés graves, mais il y a eu des blessés légers, des gens qui ont été coupés par les morceaux de verre, les éclats, lorsque les fenêtres ont volé en éclats après l'explosion du drone. Nous-mêmes avons pu voir ces interceptions et ces frappes puisque nous sommes arrivés de nuit dans cette ville et alors que nous roulions, nous avons pu voir les équipes d'interception de drones, les chasseurs de drones comme on les appelle ici, tirer sur ces drones et donc ils les repèrent avec des lampes, des lunettes thermiques et ensuite ils tirent à la mitrailleuse lourde. On voyait les balles traçantes passer juste au-dessus de notre voiture alors qu'on était en train d'arriver en ville. Alors évidemment, on voit là que la Russie pour l'instant n'est pas dans une posture, dirons-nous, de cessez-le-feu, ou en tout cas n'est pas en train de calmer les frappes. Et c'est bien ce que nous disait Tatiana ici, qui nous dit, mais écoutez, mon mari est engagé dans la défense du pays depuis le début de la guerre, nous sommes en train de souffrir de ce type de frappe, et elle n'a pas l'impression, bien que ce cessez-le-feu avance à ce stade. Ensuite, comme d'habitude, le président Donald Trump a réagi sur son réseau social. Il a évoqué un très bon appel avec son homologue ukrainien, un constat partagé par son homologue ukrainien qui a fait part d'un échange positif, très substantiel et franc. Reportage sur les images de France 24. Comme d'habitude, sa réaction est enthousiaste. Et comme d'habitude, c'est sur son réseau social que le président Trump a réagi. Je viens d'avoir un très bon appel avec le président de l'Ukraine, Zelensky. Il a duré environ 1 heure. Nous sommes sur la bonne voie. Un sentiment partagé par Volodymyr Zelensky, également sur les réseaux sociaux. J'ai eu une conversation positive, très substantielle et franche avec le président des États-Unis, Donald Trump. Nous pensons qu'avec l'Amérique, avec le président Trump et sous le leadership américain, une paix durable peut être atteinte cette année. Pourtant, dans les faits, les points de discorde entre les présidents russes et ukrainiens sont nombreux. Volodymyr Zelensky dit vouloir faire la paix. Vladimir Poutine, lui, a purement et simplement rejeté mardi le cessez-le-feu dans son entièreté, sans le dire ouvertement. C'est tout à fait cohérent avec sa position de longue date. Il ne veut pas accepter un cessez-le-feu. Il l'a fait savoir de manière très claire et très détaillée au cours de l'année écoulée. Il comprend toutefois qu'il est imprudent pour lui de le dire directement au président Trump, puisque ce dernier a fait de la fin de la guerre une très très grande priorité. Et surtout, Vladimir Poutine a conditionné la mise en place du cessez-le-feu à l'arrêt de l'aide militaire occidentale, y compris le partage de renseignements. Mais ce mercredi, Washington clarifie les choses. Le partage de renseignements en matière de défense de l'Ukraine se poursuivra. Le président ukrainien multiplie les concessions mercredi. Il a affirmé que son pays était prêt à cesser les frappes sur les infrastructures énergétiques et civiles russes. Mardi, Vladimir Poutine, lui, ne s'était engagé que sur les sites énergétiques. Ce que nous avons maintenant, en fait, c'est une compétition ou une rivalité entre Kiev et Moscou pour persuader Trump que c'est l'autre partie qui est responsable d'empêcher Trump d'atteindre son objectif de mettre fin à la guerre. Selon les derniers développements, les États-Unis pourraient prendre possession des centrales nucléaires électriques ukrainiennes pour assurer la sécurité des sites. Un point qui risque là aussi d'agacer Vladimir Poutine. Et le Français Olivier Grandeau, qui était détenu en Iran depuis octobre 2022, est libre en France parmi les siens, a annoncé jeudi Emmanuel Macron, assurant que la mobilisation ne faiblira pas pour la libération des 2 derniers ressortissants français encore en prison à Téhéran. Reportage signé France 24. Une première photo publiée ce jeudi matin par le ministre français des Affaires étrangères Jean-Noël Barrot. Puis la publication des images de son arrivée lundi soir au Bourget. Après 29 mois de détention en Iran, Olivier Grandeau est libre. La nouvelle a d'abord été annoncée par Emmanuel Macron. Olivier Grandeau est libre en France parmi les siens. Nous partageons l'immense bonheur et soulagement de sa famille. Notre mobilisation ne faiblira pas. Cécile Collère et Jacques Paris doivent être libérés des geôles iraniennes. Toutes mes pensées vont vers eux et leurs familles en ce jour. Olivier Grandeau a aujourd'hui 34 ans. Il est décrit par ses proches comme un grand voyageur. Il visitait comme touriste l'Iran en octobre 2022 lorsqu'il a été arrêté dans la ville de Chiraz au sud du pays.
Condamné 2 ans plus tard à 5 ans de prison pour espionnage, il avait choisi de sortir du silence à la mi-janvier pour alerter non seulement sur sa situation, mais aussi sur celle des 2 autres prisonniers français en Iran, Cécile Colère et Jacques Paris. Je suis vraiment très fatigué. Vous, qui avez le pouvoir d'influer sur cette affaire, entendez cette vérité. Les forces de Cécile, les forces de Jacques s'épuisent. Olivier Grondeau se disait très affaibli ces derniers mois. Cécile Colère et Jacques Paris, eux, sont détenus en Iran depuis bientôt 3 ans et leur perspective de libération reste bien incertaine. Et c'est avec ce reportage que nous clôturons cette édition d'aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous vous remercions de l'avoir suivi jusqu'à son terme. Et après, vous allez suivre la série intitulée Squid Game. Au revoir à tous.